d'être libre et de nous exprimer comme on veut. Madame, Messieurs, bienvenue dans votre émission Le peuple s'exprime. Pour une boîte de sardines et un bâton de manioc, on a assisté à un acte des plus déconcertants entre deux adolescents dans un quartier de la capitale gabonaise. Un acte portant atteinte aux mœurs. Interpellés par les éléments de la police judiciaire, les enfants ont chacun relaté des faits qui remettent au goût du jour la responsabilité parentale, mais pas seulement. Cette affaire n'est que le reflet d'une société malade, selon certains, et beaucoup même dans l'opinion, en quête de repères, alors que les parents ont démissionné, selon plusieurs. Que font l'Église et la tradition? Leur silence est-il complice? On tentera de répondre à la problématique dans cette émission Dépravation des mœurs, les valeurs religieuses et socioculturelles. À l'épreuve avec moi dans ce numéro du peuple qui s'exprime et qui va s'exprimer durant une cinquantaine de minutes. Nous avons à ma droite le révérend Beningwa Mbina, leader religieux. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci. Et juste à côté de vous, nous avons le professeur Emmanuel Nguema-Miko, anthropologue et sociologue, maître de conférence CAMES. Merci d'être là avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie. Un maître à côté de vous, peut-être pas de conférence, mais à voir son accoutrement, on essaye de comprendre. J'espère bien prononcer votre nom, Lerzangou. Lerzangou. Oui. Maître, merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Et en face, nous avons déjà Dr Alain Boulingi Moussavou, philosophe moral et politique. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci. Nous avons la prophétesse Claudine Ayot, qui est également sénateur de la transition. À César, ce qui est à César. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci, Anna-Claudine Ayo Assaï, veuve Mavioga. On mettra tout ça en synthé, ne vous inquiétez pas, on l'a votre synthé et à côté de vous, connu sur les antennes d'Urban FM, il n'est plus à présenter, c'est Yves Moslem, mais quand même pour cette émission, il a tenu à ce qu'on précise. Romuald Ndoassoumou, enseignant et journaliste, merci d'accepter de nous accompagner, mon cher Romuald, durant cette émission. Messieurs, je viens de décrire ici la scène qui s'est produite il y a seulement quelques jours du côté de la commune Sœur d'Ovando. Un commentaire quand même sur cette actualité. Je vais commencer par le révérend. Le petit Égir, il faut le dire, et d'autres adolescents ont défrayé la chronique, non pas à cause de prouesses à l'école, par exemple, puisque c'est de leur âge, mais un acte de sodomie pour une boîte de sardines. Il faut dire les mots pour dénoncer les mots, révérend. Ouais. Je suis professeur aussi en même temps, mais le révérend, c'est encore plus... c'est désolant ce qui se passe, mais il faut comprendre que ce que les enfants font, l'enfant ne peut que copier ce que son environnement fait. Lorsqu'on parle des enfants, on parle d'un avenir, c'est-à-dire l'avenir du pays. Et je dirais que cet acte est issu non seulement de la démission parentale, mais également du système. Nous avons vu dans ce pays, j'ai cru entendre quelque part que l'Église est muette. L'Église n'est pas muette, l'Église n'a jamais fermé la bouche face à ce genre d'acte. À partir du moment où on institutionnalise la sodomie par un système, que voulez-vous que les enfants fassent? Les enfants sont victimes d'un système. Parce que si on n'aurait pas le système déchu ou passé, n'aurait pas institutionnalisé la sodomie, on n'aurait pas vu les enfants faire ça. Parce que ça ne s'est jamais fait dans le passé. On a également vécu dans ce pays des situations où, pour avoir un strapontin, il faut passer par la sodomie. On a vu des cadres d'une grande entreprise, n'est-ce pas, de la République, coincés à l'intérieur du pays, dans le cadre également des actes de sodomie. Pourquoi? Parce que ça a été institutionnalisé. Et malheureusement, ces enfants ne font donc que répéter ce qui se fait, selon vous? Oui, parce qu'à un moment donné, qu'est-ce que nous avons dénoncé dans ce pays à un moment donné? On enseignait l'homosexualité aux enfants à l'école. Ça, on ne doit pas l'ignorer. L'implémenter dans les livrets scolaires, mais voilà il y avait ce eu qu'on appelait soi-disant une l'éducation montée, sexuelle dans ce pays. Nous l'avons dénoncé haut et fort. Nous avons connu des persécutions et même la prison pour avoir dénoncé un certain nombre d'actes dans ce pays. Donc, ce n'est que le résultat malheureux, n'est-ce pas, de ce qui a été inculqué, entre griffes, comme éducation aux enfants. Donc, il va falloir corriger ça
pour ramener les choses à l'ordre, il faut que le système sévisse. Professeur Emmanuel Ngema-Minko, vous êtes anthropologue et sociologue. Peut-être pour comprendre ce phénomène qu'on dénonce ici sur ce plateau, et bien sûr, c'est le prétexte, mais derrière ce phénomène, il y a plusieurs autres, des enfants qui se droguent, une sexualité complètement dépravée. Est-ce que ce phénomène date d'aujourd'hui quand on regarde la société gabonaise? Est-ce qu'il faut aller interroger les facteurs un peu plus loin? Vous savez, comme le disait le prophète Béni Nguambina, l'enfant n'est que le reflet des échecs ou de la réussite de la génération de leurs parents. Vous savez, dans un contexte où la déviance a été normalisée et institutionnalisée, en fait, moi, ce qui m'étonne, c'est que vous soyez étonnés de ce qui se passe aujourd'hui. Il fallait s'y attendre. Ça choque quand même encore Oui, un peu plus. Lorsqu'on analyse la société gabonaise, c'est le moins qu'on puisse avoir pour la génération de nos enfants. Excusez-moi de vous le dire, mais ça ne fait que commencer si nous ne corrigeons pas la donne. Vous savez, chez nous, les femmes ont dit « Badi Kizakelo », qu'est-ce que ça signifie? On ne mange pas l'herbe d'autrui. Or, la société gabonaise a plongé dans le fait de transgresser des interdits. En fait, quand on dit on ne mange pas l'herbe d'autrui, c'est une façon de dire il y a des interdits Il y a des à garde-fous, respecter, il y a des cadres, il y a des limites à ne pas transgresser. Oui. Or, nous sommes spécialisés dans la transgression des limites, au point où l'élévation sociale, le fait de vouloir avoir une place dans cette société est désormais conditionné par la transgression des limites. Et si on en est arrivé là, professeur, et je vais aller vers votre voisin de droite, est-ce que ce n'est pas parce que la tradition est restée muette? Je ne pense pas que la tradition est restée muette. Vous savez, on va toujours dénoncer, on va toujours répéter les mêmes choses. Effectivement, ce que le professeur dit, c'est une vérité. Qu'est-ce que nous enseignons à nos enfants aujourd'hui? C'est quoi l'éducation que nous donnons à nos enfants? Mais nous avons notre société qui est d'abord une société traditionnelle. Oui. Chacun de nous a un village. Je ne pense pas que la sodomie soit enseignée dans une famille. Je ne pense pas. Mais moi, j'habite Nzarion. Allez-y un peu à Nzarion. Vous allez voir ce qui se passe là-bas en Nzarion les week-ends. Dans le 6e arrondissement. Dans le 6e arrondissement, de vendredi à dimanche. Qu'est-ce qui s'y Mais passe? vous voyez des jeunes de 14 ans, 13 ans, 15 ans qui sortent, qui sont là la nuit, pratiquement nus, qui fument et autres. Mais ça se passe devant les autorités. Mais on pointe. Il y a des snacks qui sont là. Oui. Mais ça, c'est la tradition qui doit aller attraper les gens. Non, alors, Mais les autorités passent là avec des voitures. On veut bien ne peut comprendre. pas interpeller ces gens-là. On veut bien essayer de comprendre les causes, puisqu'on commence cette émission. On veut pointer du doigt les autorités, d'accord? On a parlé de la démission parentale d'autre part. Les autres invités auront l'occasion de réagir également. Mais est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité de chaque maillon de la société, notamment les traditionalistes? Les responsabilités sont partagées. Nous, on fait à notre niveau. On peut dénoncer. Mais lorsque ces jeunes-là se retrouvent à plus de 2 heures du matin, 3 heures, allez-y là, à côté du carrefour GP. Mais vous allez voir la nouvelle cité, ils sont là, hein, fument le chambre, habillés nus. Mais les autorités passent là, personne n'interpelle. Personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Mais c'est seulement quand il y a des meurtres, des assassinats, il y a la sodomie, autres, c'est là où on interpelle, les gens ont dit bon voilà et autres. Non. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait arrêter avec certaines choses. Docteur Alain Boulingui, vous êtes un philosophe moral, j'aime beaucoup, et politique, mais j'aime beaucoup le côté moral. Lorsque vous regardez la société gabonaise aujourd'hui, partant de ce fait que l'on a évoqué en début d'émission, est-ce que vous rejoignez les autres invités de dire qu'en fait, on s'attendait un peu à arriver là, mais si on s'attendait à arriver là, pourquoi on n'a pas mis les garde-fous? Est-ce qu'aujourd'hui, on va encore faire comment? Bon, il faut tout simplement dire que, avec un peu de recul, lorsque je me souviens de l'ouvrage du professeur Joseph Kizerbo, qui a pour titre « Éduquer ou périr », il est clair. Kizerbo nous dit « l'éducation ne regarde pas que l'école ».
l'éducation, ça concerne la société tout entière. Et lorsque la société, c'est de partie de son rôle, il y a là l'organisation de l'inorganisation. Et lorsqu'il y a organisation de l'inorganisation, il y a le laisser-aller, laisser-faire. Ce laisser-aller, laisser-faire donne lieu à ce genre d'actes-là. C'est vraiment désolant. Et à côté de cet acte de sodomie, à cause d'une boîte de sardines, il y a aussi la force des réseaux sociaux. Et là, je pense comme ça au professeur Charles Zakari Boao de l'Université Marien Ngouabi, qui en 2004 va pondre un bon ouvrage qui s'appelle la mondialité, dans lequel il dit aujourd'hui, si on n'est pas connecté, on n'existe pas. Non seulement on fait de la sodomie, mais on rend public cet acte-là. Et toujours, ce sont des adolescents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un adulte qui a pris cela pour mettre... Non, c'est entre adolescents que ça s'est passé, 3 jeunes adolescents. Annie-Claudine Ayo, vous êtes là sur ce plateau avec une double casquette, Anna-Claudine, pardon, prophétesse, donc leader religieux, mais également sénateur. Le docteur venait de le rappeler, lorsque la société n'a pas pu éduquer, on arrive à ce genre de fait, mais la société, c'est qui? C'est l'Église, c'est l'État. Alors, une chose est sûre, c'est que le monde est en pleine mutation. Et il ne faudrait pas qu'au Gabon, on puisse normaliser le mal. Nous avons nos us et coutumes qui, aujourd'hui, je peux dire, je vais utiliser le mot violés par le modernisme. Nos us et coutumes, nous sommes un pays d'abord chrétien, avec nos us et coutumes, les uns les autres, nous venons de quelque part. Et dans cet environnement-là, il faut savoir une chose, c'est que dans cette évolution, nous ne devons pas oublier d'où nous venons. Avant, l'enfant appartenait à la mère ou à ses parents tant qu'il est dans le ventre. Une fois qu'il sort, il appartient à la tribu, il appartient à son environnement là où il vit, c'est-à-dire les adultes autour de lui ont une autorité sur lui qu'il doit respecter. Et par le modernisme, l'individualisme, l'égoïsme est rentré. Aujourd'hui, ces enfants-là non pas seulement ne respectent plus leurs parents, mais ne respectent pas aussi les adultes en face d'eux. Mais comment on en est arrivé à cet état de fait là? On en est arrivé là parce que quelque part, on doit savoir une chose, c'est qu'on ne doit pas laisser ces enfants se faire éduquer par l'école. L'école, c'est pour avoir une éducation intellectuelle, mais la vie au quotidien, la socialisation se fait d'abord dans la maison. Nous, on nous a appris que si tu es sauvage avec ton père ou ta mère, chez les Mienais, tu ne le fais pas avec la sœur de ta mère ou le frère de ton père. Ça veut dire que l'extérieur a une influence et un jugement. Parce que nous, les parents, des fois, on peut laisser certaines choses, mais comme les parents ont l'orgueil de se dire que il ne faut pas qu'on dise que mon enfant est mal élevé, donc tes bêtises, je te dis, arrête ça et limite-toi de les faire dans la maison, ne pas nous exposer. Aujourd'hui, le fait que le mal soit une norme, pour eux, ils trouvent normal, par exemple, dans les maisons, la télévision, le professeur parlait des réseaux sociaux. Tous les enfants sont connectés. Et ceux qui viennent d'ailleurs, on a tendance à embrasser au Gabon. Ceux qui viennent d'ailleurs, c'est toujours mieux que ce que nous avons, et dans tous les domaines. Moi, je pense qu'il faut sévir. L'État, aujourd'hui, a un devoir. Parce qu'on parle des religieux, mais nous faisons notre travail, je suis désolée. Pour aller sur les causes d'abord, on va arriver aux solutions, prophétesse. Causes, pour comprendre le phénomène. Oui, les causes, c'est qu'on a un défi aujourd'hui sur la modernité, parce que le monde est devenu, comme on dit, un grand village. Nous sommes interconnectés. Il faut voir quels sont les pays qui ont réussi à limiter des connexions malsaines. Parce que nos enfants, aujourd'hui, ils sont tellement connectés qu'un enfant de 7-8 ans est capable de vous utiliser un téléphone Android mieux que moi. Parce qu'on ne leur enseigne pas ça, c'est automatique. Mais ceci, et je vais donner la parole à Rumia Ndoassoumou, qui pointait du doigt? Est-ce que c'est le numérique qui est un outil? Est-ce que c'est le parent qui achète le téléphone à son enfant? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est... Oui, je vais interroger encore une fois la tradition qui a été faible par rapport à la modernisation qui s'est donc invitée dans notre pays. Est-ce que c'est la religion qui n'a pas su tenir? Parce que vous vous souviendrez à une certaine époque, quand vous envoyez votre enfant dans les établissements, par exemple, religieux, que ce soit catholique, protestant, il y avait une certaine discipline. Mais aujourd'hui, parfois, ce sont eux qui défraient la chronique dans les journaux. Oui, merci de l'opportunité qui m'est offerte. Ce qu'il faut déjà dire, c'est que nous sommes là face à ce qu'on peut considérer comme les
perversion de la modernité, comme disait la prophétesse. Il faut partir de 1990. Le Gabon s'est énormément ouvert au monde, depuis 1990. Vous avez l'hyper-exode rural qui a conduit à l'ouverture au monde par la télévision. Oui. Et les réseaux sociaux sont venus accentuer la situation. Mais ce qu'il faut reconnaître aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une société en déliquescence morale. Les gens ne prennent plus la peine d'éduquer et de s'éduquer. On est dans une société où plus personne ne reconnaît l'autorité devant lui. Il suffit de voir nos rapports avec les institutions, nos rapports avec les acteurs politiques, nos rapports avec même les religieux et encore plus les gardiens de la tradition. Ça veut dire que nous sommes dans une société où on fait semblant de rechercher à chaque fois les responsables de la situation qui est la nôtre. Or, la réalité est là. Nous avons tous démissionné. Nous sommes tous responsables. Nous sommes tous responsables. Peu importe le degré de responsabilité, parce que aujourd'hui, plus personne n'est véritablement ancré dans ce que vous avez appelé la tradition, dans ce que vous avez appelé l'éducation religieuse. Nous sommes soumis aux aléas de l'international, de l'exotique. Donc, il faille qu'on revienne aux bases. Oui. Ces bases-là, ce sont les situations de défaillance que nous avons enregistrées. La cellule familiale, elle n'est plus celle que nous connaissions. Complètement décomposée. Moi, j'ai grandi dans un milieu où mes grands-parents ont fait 2 enfants, 2 femmes. Mais la femme seule ne peut pas éduquer un enfant. On m'a mis à la disposition de mes grands-parents, dont mon grand-père. Ce sont eux qui m'ont élevé. Et ce que vous relevez, c'est intéressant, gardez le fil de vos idées, parce qu'aujourd'hui, on pointe du doigt la cellule familiale en disant, par exemple, les familles monoparentales, où la mère est seule à éduquer l'enfant. Mais on a eu des cas, à une certaine époque, où les mamans, oui, pouvaient donner l'enfant aux grands-parents. Pour le cas, par exemple, de ces enfants, on va vous dire, les parents les ont laissés chez les grands-parents. Et c'est justement parce que les grands-parents vivent dans une situation de précarité que le jeune garçon ici pointé du doigt s'est retrouvé avec son frère à aller demander aux voisins. Madame Ayo parlait de cette solidarité. L'enfant vous appartient quand il est dans le ventre, mais en réalité, c'est l'enfant de la communauté. Et malheur leur en a pris d'aller effectivement chez leur ami voisin. Oui, ça peut paraître paradoxal de dire quel type de grands-parents, mais c'est la réalité aujourd'hui. Moi, je dis souvent dans mes salles de classe à mes élèves que si vous prenez les gens de ma génération qui ont eu le bonheur de vivre au village et ceux qui sont nés en ville et ont grandi en ville, il y a une différence qui est palpable sur le terrain. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Nous n'avons pas le même rapport avec l'environnement qui nous réunit. Par exemple, je parle de la ville, par exemple. Ah ouais. Moi, j'ai des comportements que j'adopte étant en ville qui sont un trait, en réalité, de ce que j'ai reçu comme éducation étant au village. Moi, mes grands-parents ont souvent refusé de venir en ville, donc j'ai grandi dans ce milieu-là, baigné des traditions et des valeurs, comme disait la prophétesse, où on t'explique bien que tu es notre enfant, et en tant que notre enfant, quand tu vas à l'extérieur, tu es notre ambassadeur. Il y a un certain nombre d'attitudes et de comportements ou de façons d'être que tu ne dois pas adopter. Et d'ailleurs, si tu te rappelles bien, nous avions, à notre époque, on considérait cela comme quelque chose de pas bien, parce qu'à un moment, ton grand-père arrivait à te dire « je ne veux plus que tu marches avec tel, je ne veux plus te voir avec tel ». Mais ce n'est pas parce qu'il n'aimait pas ces personnes-là, ou qu'il n'aimait pas les enfants de ses frères, mais parce que le reflet qui était le leur, il ne voulait pas que ça déteigne sur nous. Et c'est intéressant, docteur Bouling, qui veut réagir. Ce que M. Ndo Assoumou dit, vous allez garder le fil de vos idées, mais le grand-père ne voulait pas que je marche avec tel, et le petit-fils obéissait au grand-père. Mais ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que le grand-père peut vous dire « ne marche pas avec tel », mais vous n'obéissez pas. À quel moment on a fauté? À quel moment on n'a pas pu faire le trait d'union entre la génération donc, des années 60, pour ne pas aller un peu plus loin? C'est vrai qu'on a encore nos aînés quand même qui vivent jusqu'à présent, nos papas, les Paul Malécou, j'ai une pensée particulière, les 4-26 ans, donc les années 40. À quel moment on n'a pas pu faire la transition de ces années 40, 60 jusqu'à 90 et les années 2000 aujourd'hui? On va se poser finalement la question de savoir, est-ce que les incubateurs de socialisation n'ont pas fauté?
Nous avons 3 incubateurs. Qui sont-ils Nous avons 3 incubateurs de socialisation. Le premier incubateur, c'est la famille. Le deuxième incubateur, c'est la rue. Le troisième incubateur, c'est l'école. Est-ce que ces incubateurs n'ont pas fauté? Parce que, comme disait mon confrère tout à l'heure, à l'époque, moi j'ai grandi au village aussi, malheureusement ou heureusement. Heureusement. On me disait, tu ne fais pas ceci et je ne le fais pas. Ça, c'est la famille. Si tu fais, le voisin va te porter correction et il va t'amener chez ton parent et ton parent te porte encore correction. Aujourd'hui, si le voisin vous porte correction, c'est la maman qui vient dire à la voisine, pourquoi tu as tapé mon enfant? Or, le deuxième incubateur, vous avez par exemple le rond-point de Nzanyon, entre 14h et 17h. Oui. Là, il y a un problème, il y a un vide. Lorsque les enfants de Mbélé, des établissements environnants sortent, voilà, ils se retrouvent là au rond-point de Nzanyon, oisifs, ils ne font rien. Là, il y a un vide. Or, la nature a horreur du vide. Donc, l'incubateur qui est l'agent de socialisation, la rue, là, il y a un problème. Et Condorcet nous dit, l'école nous forme et nous informe. Est-ce que notre école aujourd'hui est une école qui forme et informe? That is the question. C'est la question. Et quelqu'un disait, la rue nous déforme. Est-ce que finalement, les enfants ne sont pas exposés à l'éducation de rue? Est-ce que finalement ces remparts, comme disait docteur, et je vais d'abord me tourner vers professeur, qui sont la famille d'une part et l'école d'autre part, mais au milieu il y a la rue, est-ce que finalement les remparts ne sont pas tombés malheureusement entre la maison et l'école et la rue prend le dessus, puisque qui dit la rue à l'époque, monsieur Romuald Ndoasson parlait du village. La rue au village, c'était toute cette société qui disait « moi je ne peux pas voir un jeune enfant, par exemple frapper un autre enfant et passer simplement ». Aujourd'hui, le réflexe c'est quoi? Je prends le téléphone, je filme pour dire la jeunesse gabonaise, voilà. Professeur. Ok, merci. Et je remercie le philosophe moral qui tient vraiment tout ce qu'il dit, c'est pour nous rappeler que tout est question vraiment de philosophie morale. Et au début, vous m'avez posé une question sur l'historicité. J'aimerais y répondre maintenant. Parce que, vous voyez, l'éducation consistait d'abord en l'exemplarité. Oui. Ta grand-mère t'amenait à la plantation depuis ton jeune âge. Moi, je me souviens que la mienne me mettait dans son panier. Tu la voyais planter, tu la voyais semer, tu la voyais casser l'arachide et c'est par cet exemple que tu apprenais. Or, il y a eu une rupture frontale entre ce qu'on appelle l'éducation, entre le contenu de ce qu'on considérait comme étant une éducation et le contenu de la scolarisation. Parce que la scolarisation nous a appris à réciter et ce qu'on nous apprenait à réciter était en total déphasage de ce avec quoi on nous éduquait. Et très bien, à ce moment-là, qui a fauté? Est-ce que c'est l'État qui a imposé? Est-ce que les teneurs, vous les traditionalistes par exemple, vous n'avez pas à ce moment-là dénoncé pour dire non, il faut ramener les valeurs de notre tradition, de notre culture dans la scolarisation de nos enfants parce que c'est ce qui fait finalement. Oui, professeur, allez-y. Je voulais y venir. Parce que, vous savez, quand vous dites les traditionalistes, les religieux, vous oubliez une chose fondamentale, c'est que toutes ces personnes sont des agents sociaux. Oui. Ce sont des agents de la société. Oui. Celui qui est traditionnaliste aujourd'hui, il est parti à l'école. Celui qui est religieux, il est parti à l'école. Il a subi ce formatage qui fait vraiment une différence entre l'éducation et la scolarisation. Mais malheureusement, ça a été fait dans un contexte où on nous a dit, si tu n'es pas scolarisé, tu ne seras rien dans la vie. Qui veut ne pas être quelqu'un dans la vie? Et donc, à cette époque... Du coup, la tradition a démissionné, pas parce qu'elle voulait démissionner, parce qu'elle a adhéré à d'autres valeurs. Mais la religion, on ne peut pas dire qu'elle a démissionné parce que la religion était devenue le principal instance de socialisation. Sauf qu'en devenant le principal instance de socialisation, elle a véhiculé des valeurs qui étaient promues par la scolarisation. Ce qui signifie des valeurs venues d'ailleurs. Ce qui a créé des êtres hybrides, déconnectés de leur être intérieur, mais à qui on avait mis dans la tête que pour réussir et pour être visible, parce que c'est ce qu'on a promu, la visibilité au détriment des valeurs intrinsèques. Du coup, le problème du Gabon, il est spirituel et ontologique, il est moins sociologique.
Vraiment, les conséquences, la dimension sociologique n'est qu'une conséquence. Mais le vrai problème qui est posé au Gabon, il est d'ordre ontologique, il est d'ordre spirituel parce que nous sommes devenus nous-mêmes des brebis égarés, des êtres sans repère. Nous allons Et c'est pour ça que permettre nous au sommes tous prophète coupables. et au maître de réagir. La technique me fait déjà savoir qu'on est arrivé à la fin de cette première partie. Gardez vos idées en place parce que, effectivement, ce que le professeur dit, c'est intéressant. Le problème du Gabon, ce n'est pas la première fois qu'on l'entend. Il est d'abord spirituel. Et vous êtes des hommes spirituels. C'est aussi l'occasion de revenir à l'essentiel, de revenir finalement à la base de ce qui fait ce que nous sommes. Nous, peuple gabonais. On se retrouve juste derrière cette transition pour amorcer la deuxième partie où il sera question également de proposer des pistes de solutions. Nous avons le droit d'être libres de nous exprimer comme on veut. Deuxième partie de cette émission, le peuple s'exprime sur la dépravation des mœurs au niveau du Gabon. Avant de refermer la première partie, nous étions déjà avec le professeur Nguema Minko, qui disait que le problème, il est spirituel. Et je m'apprêtais à vous donner la parole, l'occasion de vous la donner, prophète Beningwa Mbina. Est-ce que vous également, vous percevez que le problème est spirituel? Et s'il l'est, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de ce problème? Vous savez, la parole de Dieu dit que montre à l'enfant le chemin qu'il doit suivre afin que, devenu grand, qu'il ne se détourne ni à gauche ni à droite. Et vous comprenez que l'Église se trouve dans la société. Et il arrive que l'Église, dans un passé très récent, ait des conflits avec l'administration. Pourquoi? Parce que le docteur Boulingi disait tantôt qu'il y a 3 incubateurs. La famille, la rue et l'administration, c'est-à-dire l'éducation, le ministère de l'Éducation, si on parle des enfants. Oui. Or, c'est une chaîne. Pour qu'une chaîne tienne, il faut bien que tous les maillons soient forts. Effectivement. Or, vous voyez que pour que les enfants aient une éducation propre, il a pris un exemple important. Mais ce qu'il dit par rapport au rond-point d'Nzayon, peut-être parce que c'est l'endroit qu'il fréquente, mais je dirais que c'est partout dans Libreville où vous trouvez dans tous les quartiers les enfants en train de traîner en dehors des heures de cours, avec des uniformes, dans les bars, partout. Vous voyez? Maintenant, ça veut dire quoi, la chaîne? C'est que quand l'enfant sort de l'école, qui tient son éducation dans la rue? Ça doit être l'État, les autorités, à travers les brigades de mœurs, pour que l'enfant aille à la maison. Parce que certains parents sont obligés maintenant de faire quoi? D'inscrire les enfants dans les établissements les plus proches de la maison pour mieux contrôler les mouvements. Tu sors de l'école à telle heure et tu dois être à la maison à telle heure. Mais pour l'enfant qui part de Nzayon pour le lycée Paul Ndjendjen Ngonju, il y a d'autres qui partent d'Akanda pour le lycée technique. Ainsi de suite. Donc, le relais, là, avant d'arriver à la maison, doit être assuré par l'autre maillon de la chaîne qui assure la rue. C'est l'État. Est-ce que c'est une façon de dire que l'État a failli? L'État a failli. Pourquoi? Parce qu'il y a un dualisme qui s'oppose. Hein? Même à l'Église, nous donnons une éducation aux enfants à l'Église. On va dire telle chose n'est pas bonne, telle autre chose n'est pas bonne. Mais quand l'enfant arrive à l'école, on va lui dire que, par exemple, nous, on prend le cas de l'éducation sexuelle, qui est un tabou. L'enfant a un âge pour apprendre ces choses-là. Mais si à l'école, on dit qu'un enfant de 9 ans doit déjà apprendre le toucher, les parties sexuelles, la sodomie, on explique ça avec des images. Vous voyez que c'est en déphasage avec ce que nous enseignons. Donc ça déphase l'enfant. Donc ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est que l'État travaille en collaboration avec les leaders religieux. Est-ce que ce n'est pas le cas? Lorsqu'on a vu par exemple le dialogue national récent, là, en 2024, on a vu que les leaders religieux étaient invités à discuter des problématiques de société. Est-ce que ce n'est pas déjà par ce genre de mécanisme que l'État est en train de vous tendre la main? C'est déjà une base. Moi-même, j'ai été vice-président du dialogue national inclusif. C'est une base déjà pour continuer. C'est pour ça que nous disons que dans la Ve République, nous souhaitons effectivement que cette dynamique, n'est-ce pas, soit plus impulsée pour que les enfants, pour que l'éducation qu'on donne aux enfants à l'école. Pourquoi? Parce qu'il faut revenir aux valeurs. Vous savez, c'est sur la base des valeurs que se fonde la culture. Oui. Et si aujourd'hui les valeurs sont déjà dépravées, la culture ne pourra qu'être amochée. Aujourd'hui, l'instruction civique,
est-ce qu'il y a un accent sur l'instruction civique? Parce qu'à notre époque, on nous apprenait que quand vous montez dans un bus, si vous voyez quelqu'un plus âgé, vous lui cédez la place. Oui, mais nous voyons bien dans les bus de Sogatra qui passent, les enfants sont assis, les aînés sont debout. Vous voyez, il faut revenir à ces fondamentaux pour que la société fonctionne. Pourquoi? Parce qu'avant, l'éducation parentale se complétait, était complémentaire à l'éducation à l'école et à l'instruction civique. Effectivement. C'était complémentaire. Vous voyez, l'hygiène venait dans les maisons. Lorsque nous étions petits, Oui. l'hygiène venait dans les maisons, contrôler si la maison est propre. Et la maison qui n'était pas propre était taxée d'amende. Or, aujourd'hui, l'environnement est sale, mais parce qu'on attend que c'est l'État qui fasse. Alors qu'une grande partie Oui. de l'assainissement de l'environnement doit provenir des habitants. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs choses auxquelles nous devons revenir pour que les enfants aient une éducation propre. Comme vous dites, c'est une chaîne, maître. Le problème, selon le professeur, il est spirituel. Le révérend parle de tous les maillons de cette chaîne et l'un des maillons, c'est également ceux qui tiennent la tradition, ceux qui sont porteurs de ces valeurs traditionnalistes, finalement. Est-ce que là également, vous percevez, comme j'ai posé la question au prophète, que le problème, il est spirituel et comment y remédier? Mais le problème est spirituel. Nous l'avions dénoncé depuis. Depuis quand? Ça fait depuis des années que nous parlons de ça. Vous vous rendez compte? Est-ce que finalement votre voix est inaudible puisque regardez, le problème de la tradition, c'est quoi? Le problème de la tradition, c'est que la tradition a été victime de diabolisation dans ce pays. On ne va jamais cesser de le dire. La tradition a été diabolisée. On a eu des pasteurs qui ont passé tout leur temps, au lieu d'évangéliser, de parler de Jésus-Christ, qui dénonçaient, qui parlaient mal, qui diabolisaient la tradition. Une femme et Oui, un homme de Dieu non, sur mais ce nous avons, plateau, on non, espère que... non, ça s'est passé. Au lieu de prêcher l'amour, ils ont passé tout leur temps à diaboliser la tradition et la culture. Est-ce que vous pointez du doigt l'Église, finalement, dans cette perte de valeur? Nous disons ceci. Vous voyez, là, nous avons un problème. Oui. Nous avons un problème parce que la société est perdue. Tout le monde, moi j'ai aimé, tout le monde parle du village. Lorsqu'on est perdu, on fait comment? On retourne à la source. Et notre source, c'est le village. Est-ce que vous voyez? Mais notre source n'est pas à Rome. Je suis désolé. Pour régler les problèmes du Gabon, ce n'est pas à Rome où on ira chercher la chrétienté. Est-ce que vous voyez? Le problème du Gabon, c'est au Gabon. Il faut donc voir c'est quoi, qu'est-ce qui constitue notre société. Mais nous avons aujourd'hui une société qui est malade. On a passé tout notre temps à parler de la politique. On a passé tout notre temps à faire du semblant et à ne jamais dire la vérité. Même quand ce n'est pas bon, les gens qui arrivent à côté du président n'arrivent pas à dire au président que monsieur le président, ça, ce n'est pas bien. Vous voyez, par exemple, nous avons une institution comme la présidence de la République. Vous avez déjà vu un conseil du président chargé des questions religieuses ou bien questions traditionnelles et autres et tout ça. Mais ça n'existe pas à la présidence. Il y avait des conseillers spirituels à l'époque d'Omar Bongo et d'Ali Bongo, je pense. Prophétesse, est-ce qu'on va permettre à Maître de Moi, je pense qu'aujourd'hui, il s'agit d'impliquer, avant d'accuser les acteurs traditionnels et religieux, il faut les impliquer dans le système de fonctionnement même du pays. De l'État. Voilà, de l'État. Et l'État doit assumer. Parce que ce que nous avons aujourd'hui, c'est de la violence. Et si l'État ne sévit pas, ça va être très, très grave. Est-ce que le fait de nommer un conseiller spécial, par exemple, chargé des affaires traditionnelles, réglerait la question? C'est pas que ça va régler le problème. Mais attention, mais c'est le début de quelque chose. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il pourra certainement... Est-ce que justement le problème n'a pas été de mêler le traditionnalisme, le religieux, à la question politique? Est-ce que finalement, la véritable solution, vous l'avez dit, n'est pas de repartir à la base, peut-être aller vers le côté éducation, l'ouvrir aux valeurs traditionnelles? Le côté éducation, voilà pourquoi je demande à ce que, même dans le système éducatif, il faut insérer... Moi, j'ai appris, lorsque j'étais au lycée, moi, j'ai appris chez les catholiques, le matin où tu arrives, que tu sois catholique ou pas, mais on récitait la prière. Oui. Je vous salue Marie. On nous a imposé une éducation et on avait des enseignements de l'Église catholique qui étaient imposés. Est-ce que vous voyez? Alors que quand on regarde, par exemple, comparaison n'est pas raison, avec nos frères d'Afrique de l'Ouest, vous remarquez que eux, leur tradition, elle est véhiculée même de façon orale, à travers la langue. Que quelqu'un s'habille un peu avec la peau de Moussingi, il rentre dans un lycée. On va dire ça, c'est un sorcier. Est-ce que vous voyez? Prophétesse, oui, vous voulez réagir. Parce que c'est ce qu'on a dit aux gens.
Est-ce que finalement la base de ce problème n'est pas que vous, les religieux, vous avez diabolisé les traditionalistes? Non, non, je ne vais pas rentrer là-dedans. Je vais pas rentrer là-dedans. Je vais plutôt aller vers le professeur qui disait que c'est un problème spirituel. En effet, nous les chrétiens, nous savons que nous sommes, spirituellement parlant, dans les derniers temps. Et dans les derniers temps, il y a certaines caractéristiques qui vont s'intensifier par rapport au comportement humain. Et le Gabon ne venait pas en marge. La Bible nous dit quoi? Dans 2 Timothée 3:1, il dit « Sachant que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, farfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. » Nous sommes dans cette période-là. La Bible est là pour nous enseigner et nous préparer et surtout nous donner les outils pour empêcher ce genre de comportement. Moi, je crois que le problème du Gabon spirituel, c'est que nous avons tellement embrassé, malgré que vous savez que le Gabon a été évangélisé avant d'être colonisé par les Français. Bien sûr. Ce sont les presbytériens qui ont amené la parole de Dieu. Cela, vous voyez, nous voyons que ce sont les enfants des années 2000, avec l'influence de la télé, l'Internet, qui arrivent à embrasser certains comportements que l'État aussi a permis. En parlant de l'homosexualité, qui, des années 90-2000, était devenue comme une norme. Quelqu'un veut un poste, il devient PD, elle devient lesbienne, et on avance comme ça, quelqu'un veut de l'argent. Il y a des normes, comme on dit, des normes immorales qui ont été mises en place. Et à ce niveau-là, vous vous accordez avec les traditionalistes pour dire que... On s'accorde avec les traditionalistes, mais il faut comprendre une chose, c'est qu'il faut que de plus en plus, chacun à son petit niveau joue son rôle de moraliser la vie publique, la vie sociale. Mais comment on le fait? Puisqu'aujourd'hui, je le disais, je ne sais pas s'il faut parler de fatalité. On a toujours ces leaders religieux que vous êtes. On a, d'autre part, l'État qui continue son rôle régalien d'éduquer les enfants à travers le ministère des traditionalistes. Je suis désolée, nous sommes tous ici d'accord pour dire que l'État a échoué. Comment on fait alors pour... Je peux dire que l'Église se substitue à l'État et je l'ai toujours dit. Est-ce que l'Église n'a pas aussi échoué, comme je le disais déjà à l'entame de mon propos? Nous n'avons pas échoué parce que on joue notre rôle. Le prophète le disait tout à l'heure. Quand les enfants sont dans la rue, je me rappelle dans les années 75, 76, 77, j'étais toute jeune. Quand une fille allait dans la rue avec une jupe courte, on l'arrêtait, on la mettait en prison. On a eu ce mouvement des plages, je crois, il y a quelques années, où les militaires sont descendus pour attraper, on les a vus en prison, on a vu des parents. Moi, on m'avait appelé à l'époque, j'ai un neveu qu'on avait soulevé, qu'on avait mis à la fourpille. Et il y a eu cette petite crainte des enfants qui savaient qu'au bout d'une certaine heure, on doit rentrer. Il faut le faire. Vous savez, moi, j'ai applaudi de deux mains quand les militaires ont pris le pouvoir. Je me suis dit, ça y est, il y a certains comportements qui vont s'arrêter. Il n'est jamais trop tard. Il faut arriver à une militarisation de la société gabonaise. Il faut que l'État joue son rôle. Il faut que les forces de sécurité et de défense jouent leur rôle. Parce que je peux vous dire une chose, les braquages, nous, on pensait que c'était fini. Ça recommençait à foison. Donc, il faut vraiment que les militaires jouent leur rôle parce que, qu'on le veuille ou pas, le président de la République, chef d'État, chef du gouvernement, il est dans l'âme un militaire, un soldat. Donc, il envoie les soldats dans la rue. Nous sommes au Sénat, nous sommes au Parlement, nous avons voté, nous savons que les militaires ont enrôlé beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes sont rentrés. Il y a de plus en plus de gens dans les rangs. Donc, il faut qu'on les mette dans la rue, on les mette dans les villes et villages pour aider. On a vu, Madame Ayo, pour revenir, peut-être la petite parenthèse avant de donner la parole à M. Ndoassoumou, on a vu ces militaires qui, entre eux, ont commis des impairs et on s'est posé la question, est-ce que finalement, c'est l'armée qui doit venir éduquer les populations quand au sein même des rangs de l'armée, il y a ce genre d'impair. Monsieur Ndoassoumou, est-ce qu'il faut arriver à militariser notre société gabonaise pour sortir de ce problème? Je ne suis pas trop pour la militarisation, mais je suis beaucoup plus favorable à un renforcement des rôles de l'éducation. Parce que vous savez que dans un pays qui aspire au développement, la base, c'est l'éducation. Et l'éducation
part de la cellule familiale jusqu'à l'institution qui a agréé, donc l'école. Quand nous tous nous disons ici, ou quand on dit ici que l'État a échoué simplement parce que l'État n'a pas clairement défini les rôles de l'école ou le rôle de l'école au sein de la société gabonaise. On a hérité d'une école coloniale et qu'on a perduré, du moins qu'on a perpétué, qui avait pour objectif de former des gens capables de venir reprendre les mêmes habitudes que ceux qui travaillaient déjà à l'époque coloniale dans les administrations. Et c'est pourquoi le Gabonais est friand des postes administratifs. Mais on n'a pas donné à l'école gabonaise des objectifs assignés en matière de développement, en matière d'éducation des jeunes. Éducation morale, surtout. Sinon, on aurait dû insérer dans les programmes d'enseignement l'ensemble on va dire, des prérequis en rapport avec nos traditions, mais qui n'existent pas. Malheureusement. Qui n'existent pas. Or, nos traditions avaient ceci de particulier, c'est que l'ensemble des rites et rituels qui sont gabonais sont d'abord des écoles de vie. Oui. Ce sont d'abord des écoles de la On vie. voit lorsqu'on parle des rites comme le Mwiri, Le Biti, Djembe, Nyembe, tout ce que vous voulez, Oui. ce sont d'abord des écoles de vie avant d'être des cercles ésotériques ou encore spirituels. Donc, à partir de cet instant, on aurait pu insérer des modules qui auraient amené les jeunes à prendre conscience de la réalité sociale et culturelle qui est la leur. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On est simplement dans l'instruction. Et c'est dommage de constater que l'ensemble des investissements qui sont faits par l'État ont fini par enregistrer ce genre de situation, simplement aussi parce que l'école à elle seule ne suffit plus. Docteur Moussa, l'école ne suffit plus, selon vous, pour... Effectivement, je reviens à mon propos préliminaire. Oui. Lorsque j'ai pris la parole à l'entame de cette émission, je faisais référence au professeur Joseph Kizerbo dans son ouvrage « Éduquer ou périr ». Il dit « l'école ne suffit pas à elle seule, il faut l'ensemble de la société. Et lorsque une société n'est pas impliquée, elle se perd. Elle se perd lorsque l'école aussi se perd. Pourquoi? Pour dire autrement les choses, finalement, il faudrait revoir la transmission des valeurs. À l'époque, lorsque nous, on était jeunes, lorsqu'on avait un différend avec un camarade, on ne prenait pas la machette systématiquement, on ne prenait pas la bouteille, on ne prenait pas le bâton, on discutait ou on réglait ça au point. Mais aujourd'hui, ça devient compliqué. Donc, la transmission des valeurs, les valeurs de respect, les valeurs d'amour, les valeurs d'altruisme, les valeurs de crainte de l'aîné. Aujourd'hui, il n'y a plus ces valeurs-là. Lorsque les valeurs sont parties à la dérive, on s'attend à quoi? Mais puisque quand vous allez à l'école, un enseignant qui s'amourache de son élève, pour rester poli dans le langage, vous avez un papa à la maison qui abuse de sa fille à la maison, puisqu'on parlait de la cellule familiale. Vous avez donc, malheureusement, les aînés ne sont plus des références, des repères. L'enfant ne se sent pas en sécurité ni à la maison, ni à... Oui, mais c'est la question que je me pose. Pourquoi? Monsieur Mais parce que tout le monde a abandonné, on est dans la recherche de la facilité. Ouais. Et comme disait le professeur, pour la paraphraser, la crise, elle est ontologique. Elle est vraiment ontologique. Et là, vraiment, je suis d'accord avec elle, elle est ontologique. Parce que si on n'avait pas perdu nos repères ontologiques, et même ontiques, on ne serait pas arrivé à la perte de valeurs morales. Pour les enfants, les questions pédagogiques, pour les grandes personnes, des questions andragogiques, et même dans les administrations, des questions d'éthique et de déontologie. Lorsque nous voyons la nouvelle constitution, si on la lit bien, on voit bien que c'est une constitution qui met en avant l'éthique et la déontologie. Mais ce qu'on remarque, docteur, c'est que le Gabon, il est souvent parmi les pays enfin, le pays le mieux doté en matière de texte. On a cette constitution, vous avez fait partie, certains du moins sur ce plateau, à l'écriture de cette constitution. Mais comment on applique ces textes? Comment on fait que ce qui est dit dans l'éthique et la déontologie qu'on cherche dans la Constitution se retrouve dans nos maisons? Oui, la lourdeur du comportement. C'est simple. Je crois qu'il parlait de problèmes d'éthique. Les lois sont écrites, mais qui les met en application? Ce sont les hommes. Oui. Or, il arrive souvent des cas d'immoralité
même ceux qui sont censés, n'est-ce pas, être des exemples, ne le sont pas. Vous voyez dans une famille, quelqu'un qui viole sa nièce ou son enfant, les oncles auront peur d'intervenir parce qu'il a beaucoup d'argent. Donc sinon, je vais perdre les faveurs. Vous voyez? Or, moi, si quelqu'un viole ma nièce, je pense que je dois jouer mon rôle d'oncle pour dire que ça ne va pas et saisir les autorités. Or, quand on camoufle ça, parce que celui qui a commis cet acte a beaucoup d'argent, vous voyez que là, nous sortons de la morale, nous sortons des valeurs. Et vous allez remarquer que le conflit qu'il y a dans le cadre de l'éducation, parce que je disais tantôt que l'éducation d'un enfant, c'est une chaîne. C'est une chaîne. Et nous avons une culture à préserver. Vous avez parlé de la Constitution qui a fait qu'on ait aujourd'hui, par exemple, le Conseil économique, social, environnemental et culturel. Mais dans nos institutions, le traditionnaliste, comme il le disait, s'il va dans une administration, et pourtant c'est son identité, mais on va le chasser. Si vous allez même à l'Assemblée nationale, qui est, n'est-ce pas, le centre de la diversité, peuple, mais on va vous exiger, n'est-ce pas, un costume, d'être attaché comme un mouton qui attend la tabaski. Vous voyez? Alors que vous devez refléter la culture. Mais si vous mettez un costume traditionnel, on va vous dire que vous êtes mal habillé. Vous comprenez? Et ça, il faut qu'on revienne à ça. On a un conseil économique et social qui parle de la culture. Mais si nous ne valorisons pas notre culture, vous voyez que malheureusement, l'État, comme on le dit tantôt, l'État a échoué. Il faut que l'État se réveille et se relève pour que nous retournions, n'est-ce pas, aux valeurs. Parce que c'est sur les valeurs que se fonde la culture. À l'heure où on parle de la restauration des institutions, professeur, pour que cette restauration ne soit pas qu'un slogan, comment justement faire en sorte de remettre les valeurs au centre? Vous savez, je l'ai dit depuis le départ, l'éducation est une question d'exemplarité. Et j'ai apprécié ce que Mme Mayo a dit tout à l'heure, de ne plus rentrer dans les débats d'opposition, les traditionalistes et les religieux. Le christianisme est la tradition de quelqu'un. La seule chose qu'on peut dire, c'est que c'est la tradition judéo-romaine, qui n'est pas la nôtre. Mais dès lors qu'on comprend que c'est une question de système de valeurs, c'est une question de philosophie morale, parce que quand on lit la Bible, c'est pour ça que moi je reste traditionnaliste, parce que je ne vois pas la différence entre ce que mon grand-père me disait et ce qui est écrit dans la Bible. Du coup, dès lors qu'on comprend que c'est une question de philosophie morale pour construire son être et son identité sociale, quel que soit le couloir par lequel on rentre, le plus important, comme dit le prophète, ce sont les valeurs qu'il y a à transmettre. Or, c'est quoi le problème? Nous n'avons plus de bons exemples. Je vais prendre une anecdote. Oui. Quand je rentrais à peine de France, mon dernier fils qui avait dans les 3 ans, en fait, on croise une voiture de policier il avait vraiment fait, en fait, il était venu se placer devant nous. Après, il dit, après je m'esclave, c'est force de l'ordre. Et mon fils me dit, mais maman, on devrait les appeler les forces du désordre. Les valeurs, encore une fois. On devrait les appeler. Donc, vous voyez que ceux-là qui sont censés promouvoir l'ordre sont les premiers à faire le désordre. Lorsque tu es enseignant, c'est comme si on te donnait le permis de jouer au bourreau de tes élèves. Lorsqu'on te nomme ministre, c'est comme si on te donnait le permis du détournement. Oui. Lorsqu'on te nomme directeur, c'est comme si on te donnait le permis d'écraser tes subordonnés. Donc, vous voyez que nous sommes dans une société où ceux qui sont censés l'élever sont ceux-là qui la rabaissent. Qui la tirent vers le bas. Qui la tire vers le bas. Et quand je dis tirer vers le bas, c'est sur le plan moral. Et le vrai problème, c'est quoi? C'est le taux d'applaudimétrie qui s'accroît à mesure que les gens commettent des bêtises. On voit, par exemple, un ministre ou un président de la République, excusez-moi, ou un général qui est hors la loi, mais vous verrez le nombre de personnes qui vont applaudir. Parce que, comme disait le prophète, c'est lui qui donne l'argent. Quelqu'un dans une autre émission parlait de courtisans Donc, vous voyez où est le vrai problème. C'est pour ça que je disais, il est spirituel et ontologique. Parce qu'on suit d'autres références. La référence actuelle, c'est l'éblouissement. Ce qui éblouit, ce qui me fait exister. Le démonstratif au-delà de... En fait, on a oublié la valeur intrinsèque. Le paraître au-delà de l'être. Voilà. On est déjà cela. dans la société du paraître au détriment de l'être. Si on peut associer les traditionalistes, moi je ne veux pas parler de religieux parce que vous êtes tous des traditionalistes, ça signifie des gens qui sont censés promouvoir l'être au détriment du paraître. Si on peut vraiment
les associer pour penser le Gabon, pour penser réellement le Gabon, l'être gabonais, pas le paraître. Or, lorsque l'être est assis, forcément, nous adviendrons paraître. Maître, est-ce qu'on peut réussir à relever le Gabon, à penser le Gabon autrement avec des valeurs qui sont les nôtres, les valeurs traditionnelles, et revenir à l'essentiel? Je pense qu'on peut le faire. Vous savez, la prophétesse disait quelque chose là. Quand vous prenez un peu la génération de 2000 à nos jours, c'est là où tout le problème se Tout trouve. a basculé. Je vous assure que dans toutes les maisons, à un moment donné, je me suis dit chez moi, mais ceux qui ont prédit la fin du monde pour l'an 2000, ils avaient raison quelque part. Parce que j'ai l'impression que le monde avait basculé, qu'il y avait vraiment eu la fin du monde. Mais prenez la génération de 2000 à nos jours, certainement ce sont des humains dans la coque, mais dans le fond, est-ce que nous avons affaire à des humains? Est-ce qu'il faut pointer du doigt ces enfants ou pointer du doigt les adultes, finalement, qui portent ces enfants et qui doivent les Justement, encadrer? voilà pourquoi nous disons que l'État doit sévir. Moi, je suis d'accord pour la violence. Pour militariser l'État, je suis d'accord la avec ça, société. parce qu'à un moment donné, sinon, on ne va pas s'en sortir. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, les gens ne peuvent plus se balader tranquillement. Hein? Parce que tu as peur, même chez toi, hein, tu as peur de rentrer chez toi à plus de 23 heures. Sinon, on va te braquer. Vous voyez, on ne peut pas vivre comme ça. Oui. Voilà pourquoi je dis à un moment donné, nous faisons de la politique, mais arrêtons-nous un peu et posons-nous des questions. Le vrai problème du Gabon, voici un véritable problème. Et je suis d'accord, comme le frère le suggérait, que c'est une émission, certainement, qu'on doit revenir parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. On espère en tout cas. Et j'espère que le président nous suit parce que ça, ce qui se passe dans ce pays en ce moment, ce n'est pas bien. Rassurez-vous, cette émission ne tombe pas dans des oreilles de sourds, oui, docteur. Et on fera peut-être, on donnera la parole à vous trois pour terminer, puisque les trois se sont exprimés. Docteur, oui, pour votre mot en de ce qui fin. me concerne, s'il m'est permis de donner un mot de fin, je dirais que le Gabon est capable de faire face. J'en prends pour preuve des pays asiatiques comme la Chine, comme le Japon. Ils ont mis en place leur propre narratif. Oui. Et à partir de leur propre narratif, ce qu'on appelle en d'autres termes leur endogénéité, ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Au Gabon, nous avons les compétences, nous avons les possibilités, nous avons la matière. Il suffit simplement de mettre en musique cette matière-là. Et tout à l'heure, vous parliez, n'est-ce pas, de la symbiose entre l'aspect traditionnel, oui, l'aspect religieux, mais à côté aussi, il faudrait mettre l'aspect institutionnel. Il faudrait non seulement les religieux, les traditionnalistes, mais aussi les pouvoirs publics. Il faudrait que ce triangle, on va appeler le triangle de Bermude, n'est-ce pas, soit un triangle de Bermude quand même, oui, docteur, mais au terme de Nietzsche, parce qu'il faut parfois une philosophie à coup de marteau. Hein? Voilà, il faut rompre certaines valeurs pour qu'on arrive à une éclosion nouvelle d'autres valeurs. Nous avons le narratif qu'il faut, nous avons les capacités qu'il faut. Ce n'est pas possible que dans un pays comme celui-ci, on puisse avoir de tels comportements et on est là, c'est tranquille, on applaudit. Et comme disait le professeur, l'applaudimètre, non. Il faudrait ce que moi j'appellerais une violence rationnelle et raisonnée. Prophétesse, on sort de la transition. Le Sénat fera certainement partie des dernières institutions à nous faire sortir de cette période de restauration des institutions. Est-ce que, selon vous, les objectifs ont été atteints? Est-ce qu'on peut rentrer dans cette 5e République, même s'il y a déjà eu ce cas, le petit Égir et ses amis, ses collègues, ses amis du quartier, mais est-ce qu'on peut être rassuré par rapport à demain? Une chose est sûre, c'est que dans le cadre du Parlement, nous avons mis les fondations de la 5e République. Comme on disait, quand il y a des lois, il faut les appliquer. Et s'il y a une chose qu'on a compris en étant au Sénat, c'est le fait qu'il y a beaucoup de lois, très peu de décrets d'application. Donc, je crois que c'est peut-être le moment de voir un peu dans tous les domaines quelles sont les lois qui ont été votées, dont les décrets d'application n'existent pas. Voilà. Et une chose est sûre, c'est qu'il faudrait que tous ensemble, nous puissions un peu faire les états généraux de la moralisation de notre pays. Vous savez, il y a quelque chose qui me choque souvent
Par exemple, quand je regarde mon grand-père, parce que c'est la famille de ma grand-mère, le kori, par exemple, n'est pas dans notre tradition. Vous êtes un traditionnaliste gabonais. Moi, ma grand-mère était traditionnaliste, très connue. Betebe Soleil, au niveau de l'estuaire, les gens connaissent. Elle était très ancrée dans la tradition. Mais je sais une chose, c'est que si on veut changer les choses, commençons nous-mêmes à changer. Il faudrait, par exemple, j'aurais préféré voir du raffia sur vous, parce que c'est dans nos traditions. Le kori, ça vient de l'Afrique de l'Ouest. Il faudrait aussi que nos traditionnalistes arrêtent d'aller chercher des choses d'Afrique de l'Ouest, les emmener ici. Il faut balayer dans sa maison, certainement pour les traditionnalistes. Il faudrait que tous ensemble, nous puissions travailler tous ensemble pour changer vraiment, parce qu'il y a urgence. Qu'on le veuille ou pas, il y a urgence. Mais nous sommes vraiment dans une période où ça passe ou ça casse. Oui. Et ma proposition, c'est que nous puissions nous mettre ensemble, nous attraper en tant que Gabonais, pour vraiment avoir cette identité gabonaise dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos villes et villages, que nous puissions moraliser la vie publique, moraliser nos maisons, nos familles, parce que chacun de nous, nous avons comme on dit, des choses cachées dans les placards. Il faudrait vraiment que certaines personnes qui ont cette autorité-là, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'autorité même dans les familles. Il faudrait qu'on puisse aller de la famille, de la cellule familiale, du quartier, du chef de quartier qui vend les terrains, qui signe. J'ai vu une sortie du ministre de l'Intérieur. Il faudrait que tout ça, qu'il y ait une moralisation globale de la vie publique, au Gabon, puisque vraiment les choses changent, mais il y a urgence. Et rapidement, Romuald, pour conclure, la société gabonaise est malade, malheureusement, on va s'arrêter avec vous. La société est malade, c'est un fait. Comment on fait pour ramener la société sur les rails de la morale? Il faut promouvoir l'exemple, le bon exemple. Le grand problème qu'on a dans ce pays aujourd'hui, c'est que dans tous les domaines, l'exemple n'est pas nécessairement le modèle de vertu. Or, il faut promouvoir le modèle de vertu. Les gens qu'on élève en dignité, elle l'a si bien dit, quand vous voyez ceux qui sont censés servir de modèle, devenir ceux qui piétinent même la loi, à un moment donné, on se demande où sommes-nous. Donc, à partir de cet instant, il faut promouvoir le bon modèle, le modèle de vertu. Et ce n'est qu'à cette condition qu'on arrivera à reformuler ou à, comment dire, reformater le logiciel gabonais, parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'un reformatage du logiciel gabonais, notamment de la jeunesse, qui a besoin de bons exemples. Or, aujourd'hui, ce qui est servi, si on regarde, ce n'est pas réellement ça. Vous avez le type de musique qui est véhiculé, qui est dominant sur la scène nationale. Qu'est-ce qu'on dit à l'intérieur? Qu'est-ce qu'on dit à l'intérieur? Vous avez un certain nombre d'actes que les uns les autres posent, qui ne sont pas de nature à pouvoir rassurer de l'avenir. Donc, il faut vendre le meilleur, que ce meilleur-là soit ce qui guide chacun d'entre nous en tenant compte de la compétence. Merci à vous, Romuald Ndoassoumou. On espère avoir un autre plateau, pourquoi pas, pour vous permettre de venir encore réagir sur ces questions de moralité et de valeur. Merci donc à vous, Romuald Ndoassoumou. Je rappelle que vous êtes enseignant et journaliste. À vos côtés, il y avait la prophétesse Anna-Claudine Ayo, veuve Mavioga, voilà, leader religieux et sénateur de la transition, docteur Alain Boulingi Moussavou, philosophe moral et politique, et à ma droite, il y avait le révérend prophète Beningwambina, leader religieux, à ses côtés, professeur Emmanuel Ngemaminko, anthropologue et sociologue, maître de conférences CAMES, et enfin, maître Lorenze Ngou. Merci à vous, mesdames, messieurs, de m'avoir accompagné durant cette cinquantaine de minutes en espérant avoir fait œuvre utile pour notre société gabonaise, surtout en espérant avoir été patriote, parce que ce sont aussi des questions de patriotisme pour le Gabon que nous souhaitons. Je vous dis donc merci au nom de Gabon 24 et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. À très vite sur Gabon 24.